Nous sommes dans la moitié de l'annualité civile 2021 et curieusement, nous sommes en train d'être captifs du nouveau gadget, le Covid-Gate. Le temps semble s'être figé, nos expectatives les plus profondes semblent être désormais tributaires de ce que ça donnera in fine. J'ai envie de vous dire, chers compatriotes, ne vous laissez pas endormir. C'est la nouvelle trouvaille soporifique qui est en train de vous être servie. Parce qu'entre-temps, notre quotidien s'endurcit de plus en plus. Entre-temps, nous perdons de vue que nous sommes en train de nous enfoncer dans une autre crise économique, socio-économique grave. On a déjà eu affaire à ça par le passé. Souvenez-vous, les personnes qu'on a jetées en pâture à un moment, et on nous a fait croire que c'est à cause d'eux que nous avions tous nos problèmes, qu'ils avaient été les tout premiers à détourner l'argent, et qu'une fois qu'on les aurait arrêtés, il n'y aurait plus de détournement. Mais non, d'année en année, il y a une nouvelle parturition de détourneurs encore plus intelligents, encore plus fins, encore plus ingénieux. Non, la solution n'est pas là. Évidemment, s'ils peuvent, dans leur propre système, nous débarrasser de quelques truands ou de quelques souris, j'ai envie de dire, mais c'est leur problème. Mais la solution, elle est ailleurs. Elle est entre nos mains. Elle est dans la décision que nous allons prendre à la prochaine élection présidentielle. Elle est dans la décision, chers citoyens, que vous allez prendre par votre bulletin de vote pour hisser à la direction de ce pays des gens qui sont mus par l'envie profonde, inextricable de relever, de redresser notre pays et de le porter à la hauteur de nos expectatives communes. Soyez les bienvenus à cette 9e production de notre rendez-vous hebdomadaire. Générique. Alors aujourd'hui, nous allons marquer un temps d'arrêt sur une des gangrènes incurables de notre continent, l'Afrique, les coups d'État. Il y a des études qui nous enseignent que depuis les années 50, il y a eu environ 200 tentatives de coup d'État, dont la moitié a été réussie sur le continent africain. Les records sont tenus par un certain nombre de pays que nous connaissons. Le Soudan en a connu 15, le Soudan. Le Mali en a connu 9, je crois. Le Tchad ou le Niger en a connu 7. Mais le Cameroun aussi en a connu un, le 6 avril 1984. Et apparemment, c'était la deuxième tentative parce qu'il y en avait une un an plus tôt, en 1983. Le record, en tout cas sur le continent, est tenu par une douzaine de pays. Et sur une bande homogène, j'ai envie de dire, qui part de l'est de l'Afrique, j'ai parlé du Soudan tout à l'heure, jusqu'à l'extrême ouest de l'Afrique, le Mali. Et puisque je parle du Mali, vous vous rappelez que c'est un pays qui affiche une physionomie, mais j'ai envie de dire une affection, entre guillemets, particulière, mais je le dis la mort dans l'âme, avec les coups d'État. Parce que souvenez-vous du plus cocasse d'entre eux, les coups d'État, qui a été perpétré en 2012. Ça doit vous rappeler un certain Amadou Sanogo, qui avait mis en place à l'époque un certain CNRE, Comité national de redressement du Mali et de restauration de la démocratie ou de l'État, quelque chose comme ça. Alors, je dis qu'il fait partie des plus cocasses parce que c'est un coup d'État qui avait eu lieu dans un pays où le chef de l'État de l'époque, ATT, Amadou Toumani Touré, devait quitter le pouvoir un mois plus tard. Donc il y avait élection présidentielle un mois plus tard et il n'était pas candidat. Donc il n'y avait absolument pas nécessité de faire un coup d'État pour la lever, puisque un mois plus tard, il n'allait plus être là. Mais il s'est trouvé des militaires qui ont dit non, nous on ne va pas attendre, on doit redresser le pays tout de suite. Mais vous savez, le Mali, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 1968, je crois, le premier coup d'État au Mali, c'est en 1968 contre le président Modibo Keïta. Et puis, ils n'en sont jamais sortis. Le Tchad,
dont on a parlé récemment dans un précédent échange comme celui-ci. Lui-même, il est dans les coups d'État depuis 1975, je crois, contre le président Tombalbaye. On va parler tout à l'heure, je vous l'annonce tout de suite, de la Centrafrique. Vous savez ce qui s'est passé, ce n'est pas par hasard que j'évoque le Tchad, parce que ces jours écoulés, il y a eu un incident qu'on devrait, à juste titre, qualifier, en tout cas au regard du droit international, d'agression, puisque le Tchad a fait une sortie, notamment par un de ses diplomates, un de ses hauts responsables, un communiqué rendu public, qui apprenait à l'opinion internationale que des militaires centrafricains étaient rentrés dans le territoire tchadien et avaient assassiné 6 militaires. On va en parler tout à l'heure. Ça a donné lieu à une escalade, Dieu merci, qui est en train de s'estomper parce que des diplomates centrafricains se sont rendus au Tchad et ce dernier a accepté de les recevoir. Des excuses ont été présentées, une commission d'enquête va être mise en place pour pouvoir déterminer. Bref, saluons le fait que la diplomatie ait repris ses droits, mais la Centrafrique dont nous parlons, où il y a des bruits de bottes depuis l'an dernier, au fait, je ne sais même plus depuis une éternité, elle-même, elle est dans un cycle de coups d'État depuis, je crois, 1965, lorsque David Dacko, qui était président de la République à l'époque, avait été évincé par celui qui deviendra plus tard empereur, qui lui-même d'ailleurs va être renversé à nouveau par David Dacko, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça l'Afrique, c'est ça la Centrafrique. Comment est-ce qu'on peut sortir de tout cela? Est-il possible de sortir de tout cela? Je vous réponds tout de suite par l'affirmative. Non seulement c'est possible, mais c'est un impératif. Il faut que nous puissions sortir de là. Mais pourquoi globalement les coups d'État? Parce que chaque fois que c'est perpétré dans un pays, je ne reviens pas sur le fait que c'est la réglementation internationale africaine qui est bafouée, mais je vais encore y revenir tout à l'heure. Mais généralement, les mobiles qui sont avancés se résument en réalité en un seul. C'est la famine. Aussi simple que cela, c'est la famine. Il y a un autre mobile qui est généralement fait et avancé, celui du déficit démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment, seule l'armée peut sauver le peuple. Alors voilà une question, et c'est par là que je commence, qui est intéressante. Celle de l'armée, des militaires qui deviennent, par le coup d'État, les sauveurs du peuple. L'ultime recours ou secours au peuple. Et c'est là l'un des véritables mobiles ou causes ou facteurs de coup d'État. La dévolution du pouvoir. Il faut qu'on se le comprenne, qu'on se le dise et qu'on le comprenne très bien. Dans toutes les constitutions du monde, et les constitutions africaines n'y échappent pas, le pouvoir appartient au peuple, c'est-à-dire vous et moi. Et ne me dites pas que la notion de peuple ne fait pas l'objet d'un saisissement juridique. Heureusement, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui ont arbitré cette question. C'est donc toutes ces personnes que vous êtes, ces gens qui marchent dans la rue, ces gens qui sont assis devant leurs échoppes, devant leurs boutiques, ces gens qui font le pouce-pouce, la brouette, les call-box, les ministres, les DG, les étudiants, tout ce que vous voulez. Voilà la communauté de personnes qui est propriétaire de la souveraineté. Donc, du pouvoir d'exister. Et ce peuple exerce cette souveraineté, donc son pouvoir, au travers de ses représentants élus. Alors, qu'est-ce qui s'est souvent passé dans nos pays africains? Et c'est très important de le rappeler. C'est qu'au moment où nous accédons à l'indépendance, et je parle de notre continent africain, beaucoup de ceux qui accèdent au pouvoir, donc qui sont dépositaires du pouvoir, donc du pouvoir d'exercer la souveraineté du peuple, n'ont pas été légitimement choisis. Y a-t-il eu des élections présidentielles au moment des indépendances véritablement? Dans quel pays
le premier, dans quel pays émancipé d'Afrique qui a accédé à l'indépendance, on a vu le tout premier président de la République être élu par le peuple souverain. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, je n'en connais pas, mais je présume qu'il y en a. C'est une recherche qu'il faut approfondir avec les historiens et autres. Donc, c'est par des mécanismes, des petits arrangements que beaucoup de chefs d'État ont accédé au pouvoir en ce moment-là. Et quand ils ont accédé au pouvoir, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient y demeurer que par la volonté du peuple. Mais certains ont exercé le pouvoir de telle façon que le peuple ne s'y reconnaissait pas. Et ils ont verrouillé le pouvoir. Les régimes les plus autoritaristes d'Afrique sont des régimes post-indépendance. Et souvent, pour les enlever de là, c'était des militaires. Sauf que lorsque les militaires eux-mêmes arrivaient, ils verrouillaient plus encore que ce qu'ils avaient enlevé. Donc, qu'on le veuille ou non, quel que soit le bout par lequel nous prenons la question, si nous, au Cameroun, nous voulons nous mettre à l'abri du coup d'État, parce que nous ne sommes absolument pas à l'abri d'un autre coup d'État. Je rappelle qu'il y en a eu une tentative ou deux tentatives, 83-84, je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas à l'abri. Cela vaut pour le Cameroun, cela vaut pour d'autres pays d'Afrique. Pour se mettre à l'abri définitivement, il faut régler la question démocratique, notamment la question de la dévolution du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. On n'a pas le choix. Seule la démocratie peut nous prémunir. Mais quand on dit démocratie, je ne veux pas rentrer dans la définition de tout cela. On peut mettre ça au panthéon des termes magiques. Il n'y a pas de définition en la matière. Chacun définit la démocratie comme il le veut. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre de prédicats que l'on reconnaît de façon tangible, même intangible à la démocratie, notamment le vote, la transparence électorale. Parce que quand le peuple s'est choisi ses représentants, lui-même, il se réserve le droit de les remplacer ou de les changer au prochain rendez-vous électoral. Il ne sera donc jamais en disposition de légitimer d'autres mécanismes d'accession au pouvoir que par le vote. Donc il faut que ceux qui dirigent l'Afrique sachent qu'en fait, c'est leur façon de faire l'élection. C'est leur façon de gérer le pays, parce que de toute façon, les deux sont liés. Il faut savoir que lorsqu'on a mal accédé au pouvoir, on va mal exercer le pouvoir. Ce n'est pas par hasard qu'en Europe, en Occident globalement, on a le sentiment que ces pays sont mieux dirigés. Mais en fait, pourquoi? Parce que la plupart des dirigeants sont élus au bout d'élections libres, démocratiques et transparentes, même s'il y a quelques aspérités, comme on l'a vu aux États-Unis. Et ils sont conscients que leur maintien au pouvoir, leur réélection, est exclusivement tributaire de la façon dont ils auront tenu les promesses qu'ils ont faites, de la transparence avec laquelle ils auront exercé le pouvoir. En revanche, lorsque je suis conscient de ce que je ne suis pas président de la République grâce à la volonté du peuple, je ne suis pas député grâce à la volonté du peuple, mais grâce aux fraudes électorales, aux autres magouilles, tripatouillages des textes, cela affecte psychologiquement la façon avec laquelle je vais diriger, je vais exercer le pouvoir, puisque de toute façon, je sais que mon maintien et ma réélection ne dépendent pas du peuple, mais de mes amis qui m'ont aidé à être là où je suis, de la fraude que j'ai intelligemment orchestrée, des textes que j'ai magouillés ou tripatouillés. Résultat des courses, il y a une mauvaise gouvernance, il n'y a pas de reddition des comptes, il y a crise sociale, et puis, à un moment, comme les militaires sont eux-mêmes des citoyens de la société, donc subissent les affres de la malgouvernance, eux, ils sont conscients qu'ils ont des armes, et ils les utilisent pour tenir tout le monde en joue. Le coup d'État est arrivé. Donc, c'est une question très importante. La question de l'élection. Donc, chers compatriotes, comme je le dis toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Faisons en sorte que le mal-être qui est en nous ne sédimente pas à un point de constituer le socle sur lequel viendra se poser le prochain coup d'État.
Levons-nous et participons. C'est quelque chose de fondamental que j'aimerais partager, que je voulais partager avec vous, ce facteur de coup d'État-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que la dévolution du pouvoir. J'ai même parlé de l'exercice du pouvoir. Mais globalement, il faut qu'on se dise la vérité. Comment on va régler la question de la famine, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le mal-être social, la famine, pour dire ça simplement, est l'une des causes principales des coups d'État et des désordres sociopolitiques dans nos pays. Quand on évoque la question de la famine, on évoque la question de la richesse. Est-ce que c'est une malédiction que nos États demeurent pauvres, les États africains? Pourquoi sommes-nous toujours dans des systèmes d'aide? Les aides onusiennes, les aides de ceci, le secours de cela. Est-ce qu'on peut sortir de cela? J'ai envie de vous dire, évidemment, oui. Mais pour cela, je vais attirer votre attention sur toute autre chose. Et c'est une question délicate, me direz-vous. L'Afrique a un défaut de base, de naissance. Ce que j'ai souvent dit sur le Cameroun vaut pour la grande majorité de pays africains. Lorsque nous accédons à l'indépendance, non seulement individuellement pris, les États africains n'ont pas eu le temps de penser leur avenir en écrivant un contrat social. Le continent en lui-même n'a jamais pu penser son avenir. L'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, est née, je crois, en 1963. Et ça a changé de visage, je crois, en 2002, à Durban, avec la naissance de l'Union africaine. La question est, a-t-on un jour pensé véritablement à notre destinée commune, nous, Africains? Je le dis parce que pour régler le problème de la famine, il faut régler le problème de la souveraineté économique. Et ne me voyez pas venir sur des questions de monnaie. Non. Parce que ça encore, je vais vous décevoir, c'est un sujet au-dessus. Je suis sur le socle, je suis sur la base. La souveraineté dont je parle, comme elle est définie en français facile, c'est notre capacité à nous prendre en charge. Prenons l'instrument qu'on appelle l'Union africaine. Quel est le budget de l'Union africaine? Le budget de l'Union africaine, c'est environ 400 milliards de francs CFA. 400 milliards. Mais sur ces 400 milliards de francs CFA, en réalité, l'argent devrait provenir des États africains. Comme cela se passe sur les organisations internationales, dans d'autres organisations internationales continentales. Mais il faut savoir que les États africains ne sont capables aujourd'hui de ne fournir que le quart du budget dont ils ont besoin pour faire fonctionner l'Union africaine. C'est étonnant. En comparaison avec l'Union européenne, par exemple, je crois que le budget de l'Union européenne tourne autour de 100 000 milliards de francs CFA. Les 3 quarts sont fournis déjà à la base par les États européens. Et le dernier quart est fourni par le système de prélèvement douanier et de prélèvements fiscaux sur les transactions qui ont lieu sur les frontières de l'Union européenne et sur des transactions qui ont lieu, là c'est le fisc, au sein des États. Ils font des prélèvements
je ne sais plus de combien % sur toutes les importations hors Union européenne et ils font des prélèvements sur les TVA de chaque pays. Ça veut dire qu'à la vérité, l'Union européenne se prend en charge. Mais au niveau de l'Union africaine, c'est l'inverse. Si nous sommes capables de produire que le quart du budget dont nous avons besoin, comment pourrons-nous nous prendre en charge? Comment pourrons-nous résoudre le problème de la famine qui crée les coups d'État? Comment pourrons-nous résoudre même le problème des coups d'État tout court? Quelle est la stratégie que nous pouvons développer pour la contention des coups d'État? Tout le monde le sait, en 2012, le siège de l'Union africaine a été construit grâce à un don chinois de 100 milliards de francs CFA. Même le complexe paix et sécurité, c'est-à-dire l'unité qui nous permet de travailler et de développer des stratégies de paix et de sécurité sur le continent africain, tout au niveau de l'Union africaine, ça a encore été construit grâce à un don allemand d'une dizaine de milliards. Alors, je ne poserai pas la question qui fait office de titre de l'ouvrage que nous avons évoqué ici à un précédent échange. L'Afrique est-elle maudite? Pourquoi sommes-nous incapables de nous prendre en charge pour régler les problèmes de fond? Eh bien, c'est clair. C'est que nous ne nous sommes jamais assis pour penser notre avenir. Nous n'avons jamais pris le temps d'écrire le contrat social africain. Moi, je veux bien qu'il y ait plein de gens qui évoquent les questions de panafricanisme, qui de toute façon lui-même n'est pas né sur le continent africain. Des gens qui se revendiquent au quotidien d'être des Africains, des africanistes. Mais en réalité, voilà le sujet de fond. Lorsque l'OUA est né, l'idée de fond, c'était d'être unis. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de l'unification? Vous voyez, ironie de la réflexion, nous nous retrouvons un peu dans le cadrage de la réflexion que nous avons faite sur l'unité au Cameroun. Qu'est-ce que les Africains visaient en 1963 lorsqu'ils ont évoqué la question de l'unité de l'Afrique? C'était à la vérité la reconstitution de quelque chose. Parce que nous étions quelque chose sur ce continent. Avant l'arrivée des impérialistes, avant l'arrivée ou le début de la colonisation, nous étions quelque chose. En fait, c'est cette chose-là qu'il faut reconstruire. Et ce n'est que lorsque cette chose-là aura été reconstruite et qu'elle constituera un socle solide que nous pourrons bâtir l'Afrique émancipée et affranchie, qui est l'objet de nos expectatives communes. Et cette chose, c'est la communauté des peuples africains. J'ai envie de vous dire, chers compatriotes, que la solution, une fois de plus, au coup d'État, à la famine, c'est le fédéralisme communautaire africain. Et vous verrez, c'est bien qu'on ait souvent appelé le Cameroun l'Afrique en miniature. Lorsqu'on aura réglé le problème du fédéralisme communautaire en Afrique, ça servira de source d'inspiration pour régler le problème général de l'Afrique. Parce que vous verrez que comme c'est le cas au Cameroun, où il faut penser philosophiquement le mécanisme de mise en commun, de mise ensemble, d'imbrication, de fédération des différentes communautés, on trouvera, lorsqu'on l'aura réussi sur le Cameroun, on trouvera facilement la solution pour le mécanisme de mise en commun, de fédération des peuples africains. On va donc, en fait, redessiner les frontières. Mais pas comme vous pouvez vous l'imaginer, parce que ça va créer un désordre généralisé lorsque vous allez dire à un État de renoncer à son espace terrestre qui lui a déjà été concédé tout au moins depuis la conférence de Berlin de 1884. Non, la solution, elle est déjà en train de pointer à l'horizon. Et ça ne date même pas d'aujourd'hui. Si on prend le cas de ce qui a été décidé en 1991 avec la communauté économique africaine, dans laquelle nous avons un certain nombre de blocs, tels que
la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté des États de l'Afrique australe, l'Union maghrébine et arabe, la communauté des États sahélo-sahariens. Évidemment, comme je le dis souvent, pour le nord, le sud, l'est et l'ouest au Cameroun, moi je suis contre ces appellations-là. Parce qu'en réalité, quand on dit comme les États de l'Afrique de l'Est, ça renvoie à quoi? À rien du tout. En fait, là-dedans, il y a un certain nombre de peuplements qui présentent par leur proximité, leur histoire, leur anthropologie, des liens affinitaires de plusieurs ordres qui en constituent des communautés. Et lorsque nous allons reconstituer ces liens-là, nous allons redessiner les blocs de peuplements africains, et c'est l'ensemble de ces blocs de peuplements africains qui va donc constituer, tout au moins philosophiquement, la base du fédéralisme communautaire africain, qui nous permettra de reconstruire notre continent. Nous n'aurons donc plus des problèmes comme celui cocasse que nous avons eu, et Dieu merci, nous sommes en train d'en sortir, entre le Tchad et la République centrafricaine. La République centrafricaine, plus de 600 000 km² de territoire, bien plus grand que le Cameroun, sous-sol rempli de diamants, d'or et de pétrole, est en proie à toutes sortes de conflits et de coups d'État depuis des lustres. On pourrait en dire la même chose pour le Tchad. Et d'ailleurs, vous avez des raccourcis faciles, comme ce que nous avons vécu récemment. On vous dit non, derrière il y a l'ombre de la France, il y a l'ombre de la Russie. Mais là encore, c'est un aveu de notre faiblesse et de notre incapacité à nous penser par nous-mêmes. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. C'est un sujet que nous allons davantage approfondir. Mais méditez là-dessus, réfléchissez-y. À notre prochain rendez-vous.